Monsieur le Président, merci. Bonjour à tous. D'abord, je remercie l'Institut de m'avoir invité et de m'avoir donné la liberté de choisir le sujet. Sur le sujet, je voulais partager avec vous donc cette problématique, cette question, le jardin écologique au carrefour des contradictions, qui est une présentation que j'avais faite il y a quelques années sur un colloque que l'on avait organisé autour des jardins, lieux de paradoxe. Voilà, donc issu de 10-15 années de pratique, de multiples questions que je me posais, auxquelles je n'ai pas répondu encore. Et je n'aurai pas la prétention d'y répondre, mais nous allons commencer l'exploration du sujet tous ensemble, où je vous y amène, sur un lieu très bucolique, très champêtre, comme vous en avez très certainement beaucoup en Normandie, dans tout le bocage, en France et ailleurs. Vous reconnaissez ici un petit bief de rivière, des aulnes, des saules qui font une voûte au-dessus de l'eau, des iris, des carex, bref, vous ne les voyez pas, mais je le sais puisque c'est moi qui ai fait la photo. Il y a des poules d'eau et des foulques qui sont cachées, des hérons qui viennent de temps en temps pêcher, bref, un petit lieu de campagne tout à fait agréable, un lieu naturel. Ben, en fait, nous sommes ici. C'est-à-dire que ce que vous avez vu, là, derrière, il y a Boulogne-Billancourt, il y a Paris, c'est la petite couronne parisienne, l'un des territoires les plus denses d'Europe, 9200 habitants au kilomètre carré. Dans certaines communes, on atteint les 14 000. La moyenne française, c'est 110. Et ici, sur ce lieu que l'on appelle en fait l'île de Monsieur, d'eau à l'île, il y a le domaine national de Saint-Cloud. Et ce site-là était tout simplement, il y a encore une trentaine d'années, un site d'exploitation où il y avait tout simplement des entrepôts. Il n'y avait certainement pas d'espace de nature, certainement pas le petit jardin que vous avez vu, c'était tout simplement des entrepôts, c'était très artificialisé. Un petit peu plus en amont, vous avez l'île Seguin, la célèbre île Seguin, l'île Renault. Et on a toute la vallée des équipementiers automobiles, avec toute la vallée de la Seine qui se déploie sur le nord des Hauts-de-Seine, effectivement, qui est très industrialisé. Donc, revenons déjà à ce premier paradoxe de nature. Elle est belle, les choses sont bien faites, mais tout ça, c'est une construction, puisqu'il y a 20 ans, il n'y avait rien. Des entrepôts, il faut imaginer donc tout le travail des jardiniers, des paysagistes, etc. et l'entretien du gestionnaire pour cet équilibre que l'on pourrait dire harmonieux, qui est finalement un véritable travail qui a été fait. Alors, lorsqu'on observe ce petit paysage, beaucoup de mots nous viennent en tête. Tous ici dans la salle, vous avez sûrement, en termes de pensée, à travers ces différents mots qui s'affichent sur cet écran, vous allez vous retrouver. Voilà, nous sommes dans la nature, on peut parler de soleil, on peut parler d'écologie, on peut parler de caractère du lieu. Quand on descend, on va parler plutôt de tout ce qui est gestion, expertise, des techniciens, des plans de gestion, de la réglementation, des normes, et pourquoi pas de paradis aussi, de rareté, de botanique, etc., etc. Plein de mots pêle-mêle que vous aurez tous, et si vous les mettez dans une même soupière et que vous agitez bien, vous voyez déjà qu'il y a des mots qui sont des vraies contradictions les unes aux autres. Et pourtant, ils s'appliquent tous au même espace que vous avez vu, qui est un petit espace, mais selon les points de vue, selon vos origines, vos références, vous allez l'identifier d'une façon complètement différente. Certains parleront tout simplement d'espace vert. Un urbaniste qui regarde aujourd'hui une carte de la région parisienne et qui voit du vert, pour lui, c'est des zones à construire. Et dans les Hauts-de-Seine, je peux vous dire que c'est toutes les semaines qu'on nous fait des superbes propositions pour acheter les parcs, pour grignoter, pour y mettre ci et pour y mettre ça, etc. Et tous de bonnes intentions. Surtout les promoteurs immobiliers qui nous disent « mais c'est formidable, votre parc est formidable, on va y mettre des logements, les gens vont être heureux ». Oui, sauf qu'il n'y aura plus de parc après. Ce sera les gens qui se regarderont entre eux. Donc, pour certains, c'est de l'espace vert, c'est de l'espace vide, c'est de l'espace à construire. Pour d'autres, amoureux des jardins, un petit peu plus sensibles, on va parler effectivement de jardin. C'est un jardin qui est construit, qui est entretenu. Pour d'autres, c'est un parc urbain. Pour tous ces gens, comme je vous disais,
qui vivent dans une région aussi dense que la petite couronne parisienne, vous comprenez bien que la majorité d'entre eux qui sont dans des appartements, quand ils descendent de chez eux, ils ont besoin d'espace de nature, ils ont besoin d'air, ils ont besoin de lumière, d'un lieu un peu de détente et de liberté, plus que l'on trouve sur le trottoir ou une place ou un parking. Donc ils ont besoin de parcs, ils ont besoin d'espaces verts tout simplement aussi pour se détendre, courir et crier. Certains viennent crier dans nos parcs, il paraît que ça les détend. Ça ne détend pas ceux qui les écoutent, mais ceux qui crient, ça les détend, il paraît. Je vous dis ça parce que c'est vrai, il y a des gens qui viennent toutes les semaines crier pas loin de nos bureaux à l'intendance du domaine de Sceaux. Ils crient, mais alors très fort comme ça. Donc j'ai des collègues qui ont été le voir pour lui dire « Mais pourquoi vous criez tout le temps ?» Mais ça me détend, c'est une thérapie. Alors lui, ça le détend, mais ça stresse tout le monde à côté. Mais voilà, c'est des lieux de liberté, les gens en ont besoin. Et plus c'est dense, plus ils ont besoin d'espace de liberté. Et puis pour d'autres aussi, cet espace ici rime avec réservoir de biodiversité. Donc là, on va avoir plutôt les naturalistes, les écologues, les ornithologues, les gens qui sont amoureux des oiseaux, qui sont amoureux des petites bêtes qu'il y a dans l'eau, qui sont amoureux de botanique, de spontanéité, et qui vont étudier cet espace-là sous l'œil naturaliste et bienveillant de la nature. Donc, en termes de gestion, si vous êtes donc gestionnaire de ce lieu, comment vous allez le conduire ? Quelles sont les actions que vous allez mener sur ce lieu ? Donc, pour conclure, on est bien d'accord que le point de vue va conditionner la vocation du lieu, son entretien, ses usages, sa valeur et ses critères d'évaluation. Alors à une autre échelle, on sort maintenant de ce petit paysage. À une autre échelle, ici, vous avez donc un grand parc urbain qui a été construit dans les années 70-80, c'est le parc André Malraux, réalisé par Jacques Sgard, un grand paysagiste français. Vous êtes à 1 kilomètre à peu près de la Défense, du centre d'affaires de la Défense. C'est un parc qui fait 25 hectares, complètement perméable à la ville. C'est un parc qui est ouvert, un peu comme Central Park à New York, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clôture. Vous pouvez le traverser la nuit. Donc là, on est dans cette idée, effectivement, de parc urbain, noyé dans une matrice urbaine. On est sur la commune de Nanterre, c'est très dense à côté, vous le voyez. À plus petite échelle, on reconnaît bien donc le parc, le jardin, on voit des grandes allées bien larges, on voit un éclairage public, comme je vous le disais, il est ouvert aussi donc la nuit, donc les gens le traversent pour aller et venir. Vous avez un plan d'eau, il y a tout un travail qui a été fait à l'époque par Jacques Sgard sur la qualité horticole aussi des plantations. Bref, un parc comme vous les connaissez. Ici, petit à petit, est apparu quand même quelque chose de nouveau dans les parcs, il y a un petit peu plus d'une vingtaine d'années. C'est la gestion dite écologique, gestion différenciée des espaces, où on a introduit un petit peu plus de nature dans les parcs. Et très certainement qu'aux années 80, c'était plutôt des berges qui étaient comme celle-ci, vous voyez, où les visiteurs donc, pouvaient faire tout le tour du plan d'eau tranquillement, avoir une vue donc, sur ce plan d'eau. Mais une partie maintenant a été réservée comme refuge de biodiversité, servir de gîte et de couvert aux oiseaux, aux insectes, etc., à la faune et à la flore sauvage. Et donc maintenant, avec ces gazons qui sont très bien tondus naturellement et tondus aussi par les oies bernaches, qui participent largement à la tonte, eh bien, vous avez cette berge totalement naturelle de roseaux, etc., qui sont fauchés, certes, mais qui restent plutôt à l'état sauvage et héberge toute une faune que l'on n'avait pas avant. Donc là, on a déjà un enrichissement des parcs et ça introduit petit à petit en fait dans les jardins cette notion de biodiversité, de jardin écologique dans des parcs urbains qui étaient très construits, très horticoles, très ordonnés et surtout ordonnés pour recevoir donc du public. Du coup, en tant que gestionnaire, comme je vous le disais, vous devez faire un diagnostic, puisqu'on ne gère bien que ce que l'on connaît bien. Donc, vous travaillez au diagnostic de votre parc pour savoir comment vous allez le conduire. Et quand on parle de gestion différenciée des espaces et de gestion écologique, eh bien, vous commencez à introduire effectivement des indicateurs de biodiversité. Il y a dans les Hauts-de-Seine, en tout cas,
À partir de 1995, la loi Barnier, renforcement de la protection de l'environnement, qui institue le fait que dans tous les départements, il doit y avoir des inventaires de faune et de flore qui devraient être faits. Et le département des Hauts-de-Seine s'en est saisi et effectivement a lancé des inventaires dans tous ces parcs et jardins. Et ça, c'était une nouveauté. 1995, tous mes collègues qui géraient les parcs étaient des gens issus de filières horticoles ou arboricoles. C'était des gens qui avaient appris leur métier par la plantation, c'est-à-dire on introduit des plantes, on gère, on taille, etc. Les pelouses doivent être vertes, la pâquerette c'est sale, la feuille morte c'est sale, on utilise des pesticides à gogo, des herbicides à gogo, parce que ça c'est normal, parce que ça c'est propre. S'il y a une herbe qui pousse sur une allée, c'est sale. Tu fais mal ton métier. Donc ça c'était profondément inscrit dans la tête de mes collègues. Donc ils étaient, vous l'avez compris, très focalisés sur la propreté et sur tout ce qui était donc maîtrisé, planté, taillé, etc. La grande nouveauté finalement, ce qui est une bizarrerie aujourd'hui peut-être pour les jeunes qui sont dans notre ère du temps beaucoup plus ouverts à ces choses-là, eh bien c'était de découvrir que d'une façon spontanée, il y avait aussi des herbes et des animaux dans les parcs. Vraiment, c'est une découverte, c'est bizarre de le dire, mais alors ils ont commencé à découvrir qu'effectivement les oiseaux, les insectes, les orthoptères, les lépidoptères, les libellules, tout ça, ça avait un intérêt. Qu'est-ce que ça faisait là? Et pourquoi ça venait ici? Et est-ce que ça avait une valeur? Eh bien oui, ça avait une valeur. Et donc, est arrivé finalement de nouveaux indicateurs dans leur gestion, c'est-à-dire que a été appelé donc des naturalistes, des écologues qui sont venus faire des inventaires, des gens qui travaillaient d'habitude, vous voyez, dans des grands parcs nationaux, dans des réserves naturelles, etc. Et on les a appelés pour faire des inventaires faune, flore dans les parcs. Et il s'est révélé beaucoup de choses. Il s'est révélé qu'il y avait beaucoup de plantes, finalement, spontanées, que personne n'avait plantées ici, qui étaient finalement intéressantes et qui poussaient là, qu'il y avait des oiseaux, qu'il y avait des insectes, qui avaient une valeur, effectivement. Ce qui fait que on a petit à petit, vous comprenez, glissé du côté parc urbain aussi avec cette idée de jardin écologique et puis même de zones de biodiversité, quasiment en pleine ville. Donc, de nouveaux indicateurs apparaissent pour réaliser le diagnostic des parcs et jardins et pour s'orienter vers une réponse, c'est-à-dire quelle gestion, quelle évolution pour conduire nos jardins. Un de ces indicateurs, ça va être évidemment les espèces rares et protégées. Parce que lorsque vous avez une liste d'espèces, floristiques ou faunistiques, tout le monde va regarder l'espèce la plus rare, l'espèce protégée au niveau national qui est dans mon parc. Et les techniciens responsables de parc, entre eux, vont se comparer. Alors, t'as quoi comme espèce rare, toi? T'as pas d'espèce rare? Moi, j'en ai 2. Mon parc, il est plus rare, il a plus de valeur que le tien, parce que toi, tu n'en as pas. Toi, c'est marqué biodiversité ordinaire. Moi, j'ai la chance d'avoir des espèces rares. Par exemple, on a fait passer un botaniste, et autour de ma petite mare, là-bas, il a identifié cette plante, la grande douve, Renoncule langue, Ranunculus lingua, de Linné, 1753. Protection nationale, s'il vous plaît, monsieur. Déterminance ZIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique par le Muséum national d'histoire naturelle, en Île-de-France. Ça veut dire que dans mon parc, il y a des espèces qui déterminent des zones naturelles d'intérêt écologique et faunistique au niveau national. Et même quand on regarde au niveau des autres régions, là vous avez les différents statuts sur la liste rouge de cette grande douve, espèces en danger d'extinction, en danger critique, vulnérable, en danger, il n'y a qu'en Bretagne où elle se porte bien, en danger critique d'extinction, et en France, donc vulnérable. Donc, si on me dit que dans mon parc, j'ai une espèce comme ça qui pousse, c'est que mon parc a une sacrée valeur pour la protection de la biodiversité. Et moi, en tant que gestionnaire, je veux protéger l'espace. Je vais mettre des panneaux, je vais expliquer, je vais dire aux gens, attention, vous rentrez ici dans une zone rare où vous avez la grande douve qui pousse, et donc respecter, admirer, contempler. Et moi, en tant que gestionnaire, mon travail, ça va être de la protéger, désormais.
Nouvelle mission du jardinier. 4 €, ça vaut, en godet. C'est-à-dire que un jardinier peut acheter cette plante qui est protégée, vulnérable, etc., en pépinière, parce que les pépiniéristes, ils n'ont aucun problème, ils prennent la plante, ils la font multiplier de façon végétative, et puis après, ils peuvent vous en fournir des godets. Donc, vous l'achetez, vous la plantez, et puis tout de suite, vous avez un site qui a de la valeur, parce que vous avez planté une plante qui est rare. Premier paradoxe, on est d'accord. C'est bizarre. Alors bien sûr, les scientifiques vont vous expliquer, ah oui, non, mais attention, c'est pas le même pool génétique, etc. Là, c'est du clonage, on va y perdre en qualité génique, blablabla. Ok, n'empêche que quand on prend des naturalistes qui viennent faire des inventaires faune-flore sur les parcs et qu'ils ont une logique, vous voyez, de plantes spontanées qui va permettre de qualifier le milieu. Pourquoi cette plante est ici ? Parce que le climat, le sol, etc., fait qu'elle peut s'implanter et que c'est bien et que c'est fait, et ça fait que le milieu est rare. Mais oui, mais dans un jardin, on plante, on amène, on achète, c'est des plantes qui viennent du monde entier, et on les met, et y compris des plantes qui seraient protégées au niveau national ou pas, ça, peu importe, on peut en trouver en pépinière. C'est une drôle de contradiction. Idem pour les habitats. Habitat naturel remarquable. Alors, en Île-de-France, il y a un habitat qui se raréfie, c'est les prairies. La prairie, des zones herbacées, et donc, pareil qu'avec une plante en particulier, un botaniste, un phytosociologue même, qui va étudier les associations végétales, va pouvoir vous dire, ah bah ici, écoutez, vous avez une prairie qui est assez remarquable, il y a toute une association végétale, bravo, faut la conserver parce que c'est vraiment important, il n'y en a pas beaucoup en Île-de-France. Donc je vous invite à la clôturer, à mettre un panneau et dire aux gens, attention, ici, c'est un lieu remarquable que l'on trouve peu dans la région, c'est une très bonne chose de l'avoir. Notre bon gestionnaire, toujours très fier, il dit, bon bah très bien, un habitat remarquable dans mon parc, je vais le protéger effectivement, et je vais le conserver. Je vais faire une digression, vous connaissez l'évolution naturelle des stades des végétations. C'est-à-dire que les choses évoluent tout le temps dans la nature, bien sûr. Donc ici, on imagine un grand tremblement de terre, un épisode volcanique, il n'y a plus rien, des coulées de lave, on est uniquement avec de la roche. Petit à petit, le vent va amener donc du loess, c'est-à-dire des particules très fines, d'argile, des propagules, des petites graines, qui vont venir se loger dans les infructuosités de la roche. Petit à petit va apparaître du lichen, des mousses, qui vont, avec la matière organique, avec tout leur processus biologique, petit à petit dégrader le sol, la roche, pour constituer petit à petit une couche de sol, qui va permettre à d'autres espèces un petit peu plus gourmandes en matière organique de pousser. Et là, on obtient un stade de gazon, un gazon naturel, des plantes donc rases, vous voyez, qui, à force de faire leur cycle, mourir, se régénérer, mourir et se régénérer petit à petit, vont constituer un sol plus épais, qui va permettre d'accueillir une prairie, donc des herbes, mais plus hautes, plus fortes, qui, toujours dans leur cycle, vont continuer ce travail sur le sol d'enrichissement en matière qui va permettre d'obtenir une friche armée, c'est-à-dire avec du buisson, tout simplement, des aubépines, des saules, des plantes pionnières, des pruneliers, bref, tout un tas d'arbustes qui, petit à petit, vous l'avez compris, nous amènent vers, pour beaucoup en France en tout cas, un équilibre assez stable que l'on appelle le climax, qui est une forêt. Ça, c'est une évolution naturelle des choses. C'est les différents stades de végétation que l'on observe partout, et notamment en Île-de-France. Si on ne fait absolument rien, si on n'intervient pas, l'Île-de-France se recouvrira, comme elle l'était avant, par de la forêt. Donc, vous vous rappelez que nous, notre naturaliste est passé et dit au gestionnaire, ici, votre prairie a de la valeur, c'est un habitat qui est rare, conservez-la. Conservez-la, très bien.
On revient à notre prairie. Le gestionnaire, il l'entoure et il dit « je la conserve, je ne travaille pas dessus ». En 20 ans, la prairie, ça sera ça. Elle disparaîtra. Donc si vous faites revenir le naturaliste, il va vous dire « mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où la prairie ?» Ah bah, vous m'avez dit de la conserver, moi je ne suis pas intervenu, je l'ai respecté, et maintenant c'est un bois. Eh bien oui, mais toutes les espèces inféodées à la prairie, papillons, orthoptères, tous les petits grillons, etc., qui sont des espèces qui vivent uniquement dans les prairies et pas dans les bois, vont disparaître. Et donc toute la qualité voyez, qu'on porte à cet espace-là en tant que prairie est perdue quand ça se transforme en bois. C'est quelque chose d'autre, c'est un autre habitat. Ça veut dire que si l'on veut conserver la qualité écologique de la prairie et du site à un moment donné, il faut le bloquer dans son stade d'évolution. C'est comme des parents qui disent moi j'aime bien mon gamin, il a 8 ans, je vais le bloquer à 8 ans. Je ne veux pas qu'il grandisse. Bon, il y en a beaucoup qui sont comme ça un peu, hein, ils traitent encore leurs enfants à l'âge de 8 ans. Mais voilà, deuxième paradoxe, pour finalement, au nom de la nature et de la biodiversité, on va bloquer un stade d'évolution parce qu'on le trouve intéressant, nous, à un certain niveau. Bon. Donc ça veut dire aussi que le gestionnaire doit entretenir sans arrêt la prairie, c'est-à-dire la faucher, exporter, surtout exporter, parce que vous l'avez compris. Si vous fauchez et que l'herbe se dégrade sur place, vous enrichissez le sol et vous allez provoquer donc une friche armée et puis toute la suite en fait de végétation qui suivra, avec évidemment des ligneux qui sont de plus en plus forts, de plus en plus hauts jusqu'à un stade forestier. Il faudrait donc, pour conserver la prairie qui a de la valeur, la faucher, exporter et bloquer son évolution. Ce qui n'est forcément pas très naturel. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on fait des sites naturels de compensation. SNC. Vous savez, depuis 1976, la première loi de protection de la nature, on a déclenché la séquence ERC. Éviter, réduire, compenser. Lorsque vous aménagez un espace, si vous détruisez des espaces naturels, agricoles ou forestiers, vous devez compenser. D'abord, vous devez éviter, ensuite, vous devez réduire, et puis, s'il en reste, il faut compenser. Donc, tout aménagement, maintenant, doit compenser, et ce qui a été détruit. Je vais prendre un exemple ici. Dans les Hauts-de-Seine, on construit beaucoup de tramways. On est en train de construire le tramway T10. Et sur le T10, il y avait un espace boisé qu'il a fallu couper pour faire un site de remisage du tramway. Et donc, il a fallu compenser l'espace avec un certain coefficient. Hein, c'est de la comptabilité écologique, hein, c'est très très précis. Alors, il y a des facteurs 3. Vous rasez 1 hectare de forêt, vous devez compenser par 3 autres hectares. Et notamment, l'étude d'impact avant l'aménagement avait montré qu'il y avait des zones humides en espace boisé, dans des clairières, dans laquelle il y avait des tritons, dans laquelle il y avait des linottes et puis d'autres oiseaux qui passaient, qui vivaient. Et donc, il fallait compenser ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, puisqu'on a constaté qu'il y avait cette flore et cette faune à ce moment-là, qu'on l'a détruite, il faut compenser 3 fois plus ailleurs pour fournir le même habitat à la flore et à la faune que l'on a détruit. Et ici, la loi exige que le site soit à valeur de compensation pendant 30 ans. Et ça, c'est les obligations du maître d'ouvrage. Celui qui construit a l'obligation de s'assurer que pendant 30 ans, il va maintenir un site comme celui-ci en compensation de ce qu'il a détruit. Ça veut dire encore une fois qu'il faut bloquer en fait l'évolution naturelle de ces sites-là, de ce que vous voyez, pour pas qu'il évolue, puisqu'il y a une obligation légale de toujours avoir l'habitat de certains types de plantes et de certains types d'animaux, des tritons notamment, qui avaient été répertoriés. Et donc, par rapport à une évolution naturelle du site, une mare forestière comme celle-ci a naturellement comme futur d'atterrir, on dit.
C'est-à-dire que toutes les feuilles, les branches, etc., qui pourraient tomber dans la mare, vont pourrir. Petit à petit, il y a de moins en moins d'eau. Ça reste une zone humide, une dépression humide, mais petit à petit, la mare va disparaître. Et donc, ça va devenir, comme je vous le disais aussi, une forêt. C'est-à-dire qu'une clairière forestière, ici, il a fallu sacrément travailler avant, parce qu'on a compensé sur une zone qui était une zone boisée beaucoup plus dense, beaucoup plus sombre, couverte de ronces. Et donc, pour avoir ça, là, ça veut dire que l'hiver dernier, il a fallu employer beaucoup de gens pour enlever toutes les ronces. Et que je peux vous le dire, c'est que tous les ans, il va falloir continuer à enlever les ronces pour garder, figer, vous voyez, ce paysage que vous voyez ici. Donc, beaucoup d'interventions humaines au nom de la nature, pour conserver quelque chose de dit naturel. Zone naturelle protégée, nous avons fait ça aussi dans les parcs des Hauts-de-Seine à la suite de la tempête de 1999, qui a ravagé beaucoup de parcs boisés, notamment la vallée aux Loups, le parc de Sceaux, etc. Et donc, mes collègues, à l'époque, ne pouvant pas tout réhabiliter d'une façon rapide, ont décidé de créer des zones naturelles protégées, c'est-à-dire des zones qui, contrairement aux zones de replantation forestière que l'on a faites, on ne les a pas touchées. On a donc clôturé les zones, on a laissé du bois mort, des arbres couchés, etc. On s'est dit, en quelque sorte, un peu comme l'ONF fait, on va en faire des protections biologiques intégrales, on ne touche rien, on regarde ce qui se passe. Et dans l'idée de mes collègues de l'époque, en 2000, c'était de laisser des zones comme ça pendant 200 ans. Bon. Ça relevait plus de l'expérience scientifique, finalement, que d'un bon gestionnaire de parcs urbains, parce que, comme je vous le disais, dans les Hauts-de-Seine, il y a beaucoup d'habitants, donc les gens ils sont contents d'aller dans les parcs. Alors si, quand ils viennent dans les parcs, ils se retrouvent face à des foutoirs comme ça, où ils ne peuvent pas rentrer, où c'est moche, où il y a plein de ronces, des orties, et au bout de 20 ans, c'est recouvert de lierre et on ne voit rien d'autre, c'est pas très heureux. Et puis il y a quand même une pression, vous voyez, des usagers, des visiteurs, et puis au final, des élus qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ne gérez pas vos parcs. Vous êtes des jardiniers ou vous n'êtes pas des jardiniers ? Ça, c'est quoi ce truc-là » Donc, difficile de continuer à tenir des zones naturelles protégées comme fait l'ONF, mais sur des milliers d'hectares, où là, ça a du sens. Nous, on ne pouvait pas le faire sur des parcs qui sont beaucoup plus petits, et on ne pouvait pas, c'est normal aussi, priver autant d'hectares clôturés à la visite. Et en plus, au niveau écologique, on s'est rendu compte qu'au bout de 20 ans, toutes les zones qui ont fait l'objet d'une régénération forestière, évidemment, sont plus riches en biodiversité au niveau faune et flore que les zones où on a laissé la nature faire toute seule. Parce que les cycles de régénération de la nature ne sont pas ceux de l'homme, ne sont pas ceux du mandat d'un élu, 6 ans, ne sont pas ceux même de la carrière d'un fonctionnaire, 40 ans, c'est beaucoup plus long. Ce qui fait que, avant d'obtenir quelque chose de riche et intéressant, en laissant la nature faire, eh bien, il faut plutôt 100 ans, 200 ans. Là, vous avez l'évolution normale d'un écosystème, où, au début, on peut se placer, par exemple, sur un stade, c'est un cycle, hein, donc on va commencer quelque part, au stade pionnier. Comme je vous le disais, le stade où on a une pelouse, par exemple. Et sur les évolutions de végétation, on va se situer donc sur la grande flèche qui monte en haut, c'est-à-dire qu'on a une succession de végétation qui va nous amener au climax, que l'on a vu tout à l'heure, qui est la forêt. Ça prend 100, 200, 300 ans. Voilà. Ce qui est normal aussi dans la nature, ce sont les accidents, des incendies, des tempêtes, etc., qui vont donc produire un relâchement de l'écosystème, une destruction. Mais alors là, vous voyez, d'un côté, on va mettre 200 ans à obtenir le climax. Ici, c'est en une journée. Hein. Un incendie qui passe, une tempête, c'est fini. Tout est par terre. La nature, évidemment, réagit, résiste. On utilise beaucoup ce terme, est résiliente. C'est-à-dire qu'elle va retrouver ses fonctionnalités d'avant. Avec le temps, elle va connaître d'abord une phase de réorganisation, puis après, va repartir sur une exploitation du milieu pour aller petit à petit retrouver son état d'avant, le climax, si tout va bien. Il faut le noter, si les destructions sont trop fortes, quelquefois, on n'obtient plus jamais le climax.
Là, on parle de point de basculement. Le point de basculement dans un écosystème, c'est que même après une destruction, il ne reviendra jamais à un stade climatique que l'on avait avant. En ce moment, on parle, à certains endroits dans la forêt amazonienne, de point de basculement. C'est-à-dire que ce qui a été détruit, si on laisse la nature revenir, il y aura une savane, il n'y aura plus jamais de forêt. Une fois qu'il y a basculement, c'est fini. On ne revient plus au stade d'avant. Voilà. Tout ça pour vous dire aussi que dans les cycles de la nature, c'est très long, ce n'est pas à notre échelle de temps, et vous comprenez bien qu'à l'échelle d'un jardinier, d'un gestionnaire, il ne peut pas se permettre d'attendre, et donc il faut qu'il intervienne, et ce qui finalement signifie que la biodiversité en ville et dans un jardin est construite, est artificielle finalement, parce que c'est l'homme qui l'a fait, véritablement. Les alignements d'arbres, on peut y passer rapidement. Si on parle de jardin écologique, on parle d'écosystème. Un jardin est un écosystème. Qu'est-ce qu'il y a de plus simpliste qu'un alignement d'arbres? Ici, vous avez l'allée d'honneur qui mène au château de Sceaux, que vous voyez en fond. C'est une allée donc de tilleuls taillée en marquise. Vous avez la rivière en haut, vous avez l'allée verte ici, qui, du reste, comme tout alignement, bien souvent issu donc de pépinières avec reproduction végétative. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ces alignements-là? C'est que c'est des clones. Tous les peupliers du Grand Canal aussi, qui sont sur 1 km de long, qui sont plantés, sont issus du même clone. Un écosystème qui est fait de clones en alignement comme ça, c'est 0 en termes de résistance et 0 en termes de résilience. Si nous tous, ici, dans la salle, nous avons le même patrimoine génétique, s'il y a un virus qui vient nous attaquer, on est tous malades, on part tous. La résistance de la vie des espèces vient bien de notre diversité génétique. Et ici, il n'y en a aucune diversité génétique. Alors pour aider et pour compléter un peu la force de notre écosystème, malgré tout très simpliste, alors oui, là c'était juste pour vous dire aussi qu'on a des bizarreries à Sceaux, c'est-à-dire que dans des alignements de tilleuls, on va retrouver un pin noir et puis un if. C'est aussi pour dire que dans les alignements, forcément, pour avoir une certaine harmonie aussi, des perspectives dans les grands parcs, etc., évidemment, on le fait en termes de paysage, en termes d'esthétique. On n'est pas du tout dans l'écosystème, on n'est pas du tout dans l'écologie, ça c'est sûr. Ça serait bizarre des alignements comme ça, il faut l'avouer. Oui, pour revenir simplement à notre allée de tilleul, qui était régulièrement attaquée par des pucerons, qui à une époque... il fallait faire plein de traitements contre les pucerons. On a aussi diversifié, pour le coup, pas les arbres, parce qu'on n'y touche pas, bien sûr. Par contre, j'ai travaillé sur les haies. Ici, depuis les années 70, vous aviez une haie de Cotonéaster bas, ici, horizontalis, et puis des Pyracantha, qui étaient taillés tout droit. Ce qu'on appelle à une époque du béton vert. C'était tout droit, c'était taillé, c'était comme du béton, mais c'était vert. Il n'y avait vraiment aucun intérêt sur plus d'1 kilomètre. J'ai tout fait arracher, on a retiré 37 tonnes de végétaux que j'ai fait remplacer par des haies. Alors elles sont toutes neuves, c'est pour ça qu'elles sont petites là, avec 12 plantes, 12 arbustes différents qui se complètent, qui sont surtout des très bons abris pour les auxiliaires des jardins, qui permet donc d'avoir d'une façon naturelle, d'entretenir à l'année une population de prédateurs pour les pucerons. Et depuis qu'on a fait ça, on n'a plus de problème. Alors ça fait longtemps qu'on a arrêté les pesticides, certes, mais avant on pratiquait la lutte biologique, on achetait des petits sachets, vous voyez, de coccinelle et tout ça, là, qu'on mettait tous les ans dans les tilleuls. Mais bon, une fois que nos prédateurs ils avaient bouffé tous les pucerons, ils partaient. Ils ne restaient pas, il n'y avait plus rien à manger. Maintenant, ils restent, parce qu'il y a la haie qui entretient tout un écosystème. Là, vous voyez, on a complexifié l'écosystème. Il y a plus de connectivité entre les espèces. C'est une gestion intelligente du milieu. L'écologie, il faut la comprendre comme une bonne économie de la nature. Le bon écologue est un bon économe. C'est les jardiniers. Trame verte et bleue, toujours sur les paradoxes. Là, vous avez l'Île-de-France avec l'identification des réservoirs de biodiversité. Pour que ça soit efficace, un réservoir de biodiversité, il faut des échanges d'espèces entre les populations. Ça veut dire qu'il faut travailler surtout sur les corridors.
Travailler sur les corridors, c'est bien parce que ça permet l'émigration d'espèces, des espèces qui sont protégées pour certaines, qui sont rares, etc. Il faut les entretenir, c'est très bien. Mais vous comprenez bien aussi que ce sont des couloirs privilégiés pour les espèces invasives. Aussi, ça marche pour les deux. Donc, c'est des problèmes des fois qui se posent parce que avoir une zone ici qui est infestée par je ne sais quelle espèce, est-ce qu'il faut la connecter à celle-là ? Alors des fois c'est oui pour certaines espèces et puis non pour d'autres. Comment on fait la différence et comment on empêche des espèces spontanées de passer ou pas ? C'est une grande question, mais bon après il faut bien travailler sur les trames vertes et bleues, c'est bien, mais ce que je veux dire aussi c'est que c'est pas bien dans certains cas. Alors là je vous ai beaucoup parlé de végétal, on peut parler aussi d'animal. Des beaux, des moches, des gentils et des méchants. C'est le pays de Candy, c'est formidable. Voilà, alors en voilà un. Alors lui, il est beau. Jupiter arrivé sur Terre, qui prend la forme d'un cygne pour séduire ses dames. Formidable. C'est un grand cygne ornemental qu'on a tous sur les grands plans d'eau des châteaux. Cet animal est merveilleusement beau, mais qu'est-ce qu'il est méchant, mais qu'est-ce qu'il est con. Il tue tout ce qu'il y a autour. Il décapite les canards, il décapite les poules d'eau, etc., etc., etc. Alors, voilà, il est beau, mais il est méchant. Le héron, petit patapon, lui aussi, il est beau des fois, mais alors il est méchant des fois. Parce que des fois, le héron tue des signons. Il se pointe sur les nids de cygnes et il peut tuer tous les signons. Alors des fois, nous les gestionnaires, dans les parcs, on a évidemment plein d'usagers, vous l'avez compris, dans nos parcs, qui viennent observer, qui viennent regarder la nature, et qui ont une drôle de vue de la nature. C'est une vue un peu Disney, c'est-à-dire les animaux, ils sont gentils, il y a des méchants, etc. Et donc, ils nous ont écrit à 15 jours d'intervalle. Alors, la première lettre, c'est « Il y a un héron qui a tué tous les signons, il faut faire quelque chose, enlever le héron, il est méchant. Il faut garder les cygnes. » 15 jours après, monsieur, il y a un cygne qui a tué un héron. Le cygne est méchant, il faut absolument... En plus, le héron, nous, on l'aime bien, c'est un bel oiseau. Bienvenue dans la nature, bienvenue dans l'écologie, bienvenue dans la pyramide alimentaire. C'est des relations prédateur-proie, c'est des relations mangeur-mangé. Voilà, donc nous, en tant que gestionnaires, les gens nous prêtent aussi ça, c'est-à-dire, ils estiment qu'on est gestionnaire aussi de la faune sauvage. On m'a appelé un samedi matin en me disant « Monsieur, vous avez votre héron dans mon jardin qui est coincé dans le grillage. » Je ne savais pas que j'avais un héron, mais pour lui, c'était le héron qui venait du parc de Sceaux. Étant responsable du parc de Sceaux, c'était mon héron, il fallait que je vienne le chercher. C'est rigolo. Ah, quelle mauvaise idée pour cet oiseau d'être tout en noir. Mais alors tout en noir, lui. La corneille, coronax coroné, bec noir, œil noir, plumage noir, pattes noires, tout est noir. Les gens nous écrivent, monsieur, cet oiseau, on ne le supporte pas. On vient en pique-nique, il vient, il est là, il nous observe. Enlevez-les. Enlevez-les. Bah oui, on va les enlever, les corneilles, bien sûr, c'est facile à faire. D'ailleurs, c'est nous qui les avons mis. C'est un peu comme les plantes. On les plante et on met des animaux aussi. On les achète, on en garde. Enfin, on gère tout, on contrôle tout. Complètement une illusion. Les corneilles à l'épi, c'est pareil. Les gens ne les aiment pas. Quand je dis qu'ils ne les aiment pas, on a beaucoup qui nous écrivent, mais on en a aussi qui viennent les nourrir. Il y a une dame qui, toutes les semaines, vient et leur donne du pain. Donc forcément, on a de tout. C'est pareil pour la perruche à collier, Psittacula crameri. La perruche à collier, alors là, il y a des gens qui se battent au parc de Sceaux, parce que certains estiment que c'est une espèce exotique envahissante, qu'il faut tordre le cou, parce qu'elle prend la place de nos espèces indigènes. Vous savez, les espèces indigènes, elles sont bonnes, parce qu'elles viennent de chez nous, les espèces indigènes. Ce sont des espèces natives, alors que celle-là, c'est une exotique. Et ce qui vient d'ailleurs, exotique, c'est étranger, c'est pas bon. Donc celle-là, il faut la tuer, les autres, il faut les garder. Et puis il y en a d'autres qui trouvent ça formidable parce que c'est un bel oiseau, c'est quand même plus beau que la corneille d'avant. Donc moi je préfère avoir des perruches que des corneilles. Ah bah ouais, mais la corneille elle vient d'ici, elle est native, et puis celle-là elle n'est pas native, alors non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah bah on va se battre, et donc les gens se battent finalement. Parce qu'elle est sympa, en plus, vous venez avec des graines comme ça, puis elle vient se poser sur la main, et elle vient manger les graines, elle n'est pas peureuse. Donc forcément c'est un bel animal qui fait débat. L'écureuil roux. Alors, le pauvre écureuil roux, la photo est bizarre, je vous l'accorde. En fait, je voulais faire une photo d'un écureuil. J'en avais besoin pour faire une présentation.
Et puis en fait, ce gros malin, là, c'était au parc de Sceaux, les gens le nourrissent aussi sur le même site où ils nourrissent les perruches. Et au fur et à mesure que je voulais faire ma photo, il se rapprochait de moi. Il a fini sur moi. Donc là, je l'ai pris au pied. C'était le dernier moment où je pouvais. Après, il m'est monté dessus, il a regardé si j'avais des graines dans les mains, puis il est reparti. L'écureuil roux, alors forcément, il plaît beaucoup, l'écureuil roux. Et donc beaucoup de gens nous écrivent en nous disant c'est affreux, les perruches, que vous avez vu avant, les perruches à collier, poursuivent les écureuils, c'est vrai, et les poursuivent tellement avec en plus une espèce grégaire, les perruches à collier, donc elles sont une dizaine, et elles vont poursuivre l'écureuil jusqu'à la fin où il tombe, il peut être blessé, voire elles peuvent le tuer carrément. Donc elles nous disent les perruches vraiment c'est méchant, il faut les enlever parce qu'elles tuent les écureuils. Bon. Parce qu'on est aussi dans une idée que les écureuils mangent des noisettes. On est d'accord, les écureuils c'est gentil, c'est beau, puis ça mange des noisettes. Non, les écureuils ça mange aussi des petits oiseaux, donc ça se promène dans les nids, ça rentre dans les nids des perruches et ça bouffe les oisillons. Donc forcément les perruches savent très bien qu'elles ont affaire à un prédateur et donc virent les prédateurs de leur milieu. Relation mangeur-mangé dans la nature, bienvenue. Le tamia de Sibérie. Espèce exotique envahissante aussi, invasive, donc classée en plus vraiment avec un arrêté de lutte contre lui. On l'a dans le parc Henri Sellier. Voilà, on devrait effectivement l'enlever parce qu'il n'a rien à faire ici, parce qu'il met en danger peut-être nos écureuils roux européens, le Sciurus vulgaris, parce qu'avec ce petit animal, vous le savez, nous sommes nous aussi des vrais écosystèmes ambulants, on a plein de bactéries, on a plein de vers, etc. dans nos intestins. Et donc lui aurait peut-être un ver qui pourrait décimer des écureuils, des populations d'écureuils roux, etc. C'est pas tout à fait prouvé, c'est à l'étude, les scientifiques se posent des questions, ils recherchent, etc. Mais bref, puisque lui vient d'ailleurs, on va l'enlever, c'est plus sûr, au moins par principe de précaution, on va donc conserver nos espèces native, l'écureuil roux européen. Sauf que vous êtes dans un parc public, et là, vous avez vu, ce petit écureuil, c'est tic et tac. Vous allez, vous, en tant que gestionnaire, mettre des panneaux dans votre parc en disant « Cette semaine, on va tuer tic et tac parce qu'il vient d'ailleurs. » Bonne chance avec les élus, bonne chance avec les usagers, avec tous les enfants qui viennent nourrir ces petits écureuils, qui viennent aussi, comme les perruches, manger dans vos mains si vous êtes... plutôt calme et il vient gentiment. C'est tic et tac. Donc tic et tac, il est gentil, il est beau, on le garde. Lui, bon, d'accord, il a des poils, il est joli, il a des petites oreilles rondes, d'accord, mais bon, c'est un rat quand même. Donc, bon, si vous faites une campagne d'éradication des rats, ça ne nous dérange pas. Lui, non. Lui, oui. Est-ce que c'est raisonnable, tout ça ? Est-ce qu'on est vraiment dans des idées justement de fonctionnalité écologique des écosystèmes? Est-ce qu'on est rationnel dans tout ça? Sinon, ou plutôt complètement noyé dans nos mythes, dans nos affects, dans nos fantasmes autour des animaux. Et en fait, tout se concentre dans les parcs et jardins, dans des milieux qui sont très contraints, parce que vous imaginez bien que plus le site est petit, plus on est exigeant et plus on est en attente aussi d'avoir beaucoup de vocation des lieux à préserver et à faire cohabiter, ce qui est très difficile. Donc le rat, si on fait des campagnes d'éradication des rats, il n'y a pas de souci. Ça, on sait qu'on n'aura pas d'opposition. Pourtant, les rats sont utiles aussi. Ces oiseaux qui ravagent nos îlots, au parc de Sceaux, on a, je vous l'ai dit, un grand canal, c'est un peu comme à Versailles, celui de Versailles est plus grand, mais il fait quand même 1,1 km de long, ça fait 4 hectares de plan d'eau, puisqu'on a aussi un octogone. Vous voyez le clone T2715 de peupliers qui ont très bien poussé, qui sont très homogènes, très jolis. Et donc sur ce grand plan d'eau, j'avais imaginé mettre des îlots flottants qui allaient développer, là ils sont protégés par du grillage pour éviter qu'ils soient complètement mangés dès la première année, mais ils vont développer tout un système racinaire qui va servir de pouponnière pour les poissons et prendre en plus les nutriments qu'il y a dans l'eau, donc épurer l'eau quelque part, pour faire pousser le côté aérien des plantes. C'était donc un système de nappe flottante qui marchait très bien en Allemagne, on m'a dit. Effectivement, il a marché 2-3 ans, le héron était ravi, on a même eu des reproductions de hérons dans le parc de Sceaux, ce qu'il n'y avait pas avant, parce que le héron préfère pêcher
les pieds dans l'eau, c'est plus facile pour lui que s'il se retrouve au bord des bassins avec un dénivelé de 30 cm. Il ne peut rien faire, le héron, s'il est au bord du bassin. Par contre, ici, oui. Et rien que ça, on a eu 2 nichés de hérons au bout de la première année. Rien en mettant juste des radeaux flottants. Mais les radeaux flottants, ils n'ont plu à tout le monde. À tous. 50 de cormorans en hiver, des mouettes, des goélands, les canards. Tout le monde est venu sur les radeaux flottants. Les cygnes, vous avez vu un nid de cygne, la taille d'un nid de cygne? Avec des branches grosses comme mon bras. Et bien à la fin, les radeaux, ils ont fini comme ça. On a été obligé de les enlever, ils coulaient. C'était une abomination, il n'y avait plus de plantes. Les poissons ont tout bouffé les racines, ils ne poussaient plus. Les oiseaux ont fini de manger les herbes, et à la fin, il ne restait plus que la structure artificielle, finalement, qu'on a enlevée parce que c'était une horreur. Ça poussait bien en Allemagne, je veux bien le croire, mais peut-être qu'ils ont fait pousser ça dans des étangs qui étaient en pleine campagne, où il n'y avait pas, vous voyez, de densité. La prédation, en quelque sorte, était beaucoup plus diluée. Au parc de Sceaux, mettre des îlots comme ça, de cette taille-là, parce qu'on n'en a pas mis partout, évidemment, a fait une surdensité, surconsommation, ça donne ça à la fin. Donc ça, c'était un échec. On va réfléchir pour faire d'autres îlots. Au final, la nature ne fait pas de jardin. Ça, on en est convaincu. Évidemment, le jardin, pour l'homme, c'est un paradis, c'est une nature domestique, nourricière, esthétique, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on peut se promener tout nu, parce qu'on y est bien et en sécurité. C'est un peu le jardin de Balata, en Martinique. Voilà, la nature fait la forêt tropicale humide que vous avez en arrière-plan, et l'homme fait un jardin, quelque chose qui est complètement ouvert, qui est travaillé, mais qui demande aussi beaucoup de travail, effectivement, au quotidien, pour maintenir cet état-là. On en a aussi dans les Hauts-de-Seine, les jardins que l'on entretient, on fait en sorte de les entretenir au mieux, d'une façon esthétique. Ici, vous avez le parc du Chemin de l'Île, à Nanterre, la Folie Saint-Gemme, à Neuilly, le jardin Albert Kahn, la partie japonaise du jardin Albert Kahn à Boulogne-Billancourt. On est, vous voyez, dans une nature qui est très travaillée, évidemment, au niveau paysage, au niveau horticole, au niveau entretien. Voilà, ça c'est une ancienne piscine de l'île Verte. Les anciens propriétaires avaient mis un bac, vous voyez ici, là, les bords bleus en résine. On l'a rempli de galets. On a planté des arbres et c'est devenu une mare à tritons très très efficace. Voilà, donc comment répondre à l'injonction du jardin écologique quand on sait qu'un jardin qui peut accueillir du spontané, qui est le cas pour tous nos jardins, quelquefois ce spontané il est trop envahissant. Envahissant, c'est des espèces, disons, étrangères qui prennent la place d'espèces dites natives. Bon. Trop poussant, ça, ce sont les espèces qui sont bien décimes mais qui finalement sont tellement poussantes qu'elles prennent la place des autres. Trop risqué, c'est quand vous avez des plantes qui sont dangereuses au toucher, qui peuvent être allergènes, etc. Trop désordonné, trop moche, lorsque vous avez des zones naturelles qui poussent avec plein de ronciers et des orties. Eh bien oui, il y a toute une vie ici, et au niveau de la fonctionnalité de l'écosystème, c'est intéressant, mais au niveau esthétique, c'est pas très joli. Et les gens qui se promènent dans nos parcs, vous voyez, ils recherchent certes une sorte de nature champêtre, on va dire, mais quand même sacrément domestiquée. Les usagers qui viennent dans nos parcs, ils ont quand même envie d'avoir des allées propres pour pas trop salir les chaussures. Ils ont envie d'avoir des bancs, ils ont envie d'avoir des poubelles, ils ont envie d'avoir des toilettes. Enfin, vous ne trouvez pas ça quand vous vous promenez dans la campagne au Calvados. Et pourtant, les nôtres sont très exigeants là-dessus. Et à la fois, ils aiment avoir ce fond de toile qui est champêtre. C'est-à-dire qu'il y avait des gens à Plessis-Robinson, c'est une petite commune dans les Hauts-de-Seine, c'était des anciens Parisiens qui vivaient vraiment dans Paris, qui m'ont dit « on aime le parc Henri Sellier, qui est un parc complètement boisé, parce qu'ici, on voit les saisons ». Dans les jardins parisiens, on ne les voit pas forcément, parce que quand vous faites des jardins en pleine ville, vous vous débrouillez pour mettre des espèces dites sempervirantes, des espèces qui sont toujours vertes. Parce que majoritairement, tout ce qui est caducifolié, vous voyez, en hiver, c'est quand même triste. Alors si vous avez des jardins où il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de verre, où il faut attendre le printemps pour les premières fleurs,
En fait, les jardins sont travaillés effectivement pour avoir des floraisons, un feuillage toute l'année. Et ici, ce qu'ils appréciaient en fait, c'était le côté effectivement naturel de voir les saisons, les arbres qui perdent leurs feuilles et d'attendre. Alors oui, il y a une saison triste, l'hiver, c'est indéniable, mais la joie de la renaissance du printemps. Et ça, ils le voyaient plus dans nos parcs, dits en gestion champêtre, que dans les parcs qui étaient très horticoles. Voilà, alors nous revenons dans tous ces mots qui sont dans nos têtes lorsqu'on regarde des espaces de nature, et on comprend bien que c'est une source de contradiction pour le gestionnaire quelquefois, et qu'il y a des ordres et contre-ordres qui s'entremêlent tous les jours pour gérer ces espaces, pour gérer cet espace. Comment faut-il intervenir ? Comme je vous le disais en conclusion, je n'ai pas de solution appropriée, ça serait prétentieux de ma part, mais des orientations peut-être. En toute chose, consulter le génie du lieu, un conseil que donnait Alexander Pope à son ami le Lord Wellington. Bien sûr, le génie des lieux. Deuxième conseil, Michel Serres dans le Contrat naturel qui nous dit « L'essentiel se passe dedans et en parole, jamais plus dehors avec les choses ». C'est une critique. L'essentiel se passe plus dedans en parole, jamais plus dehors avec les choses. C'est le propre de la bureaucratie, quand les décisions se prennent dans les bureaux. Donc voilà, pourrait-on imaginer le responsable technique du parc de Sceaux ici, qui dirait à son directeur « Je suis en train de travailler là ». Tu fais quoi ? Je communique avec l'esprit du lieu, le génie du lieu. Voilà, j'observe les choses. Un peu comme Gilles Clément dit, faites plus dans l'observation, faites avec plutôt que contre. Observez, respirez pour savoir ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, mais plus avec le côté, voyez, émotionnel, sensible, se mettre à la place de nos visiteurs. Qu'est-ce qu'ils ressentent dans les parcs, plutôt que d'avoir, je le dis parce qu'on a beaucoup de gestion qui viennent nous de la technique, avec des normes, etc. Enfin, et c'est de plus en plus cadré, vous l'imaginez bien. De plus en plus cadré, ça veut dire de moins en moins libre aussi, et qu'à la fin, on s'y perd complètement. Et on s'y perd parce qu'on perd aussi l'esprit du lieu. J'ai pas beaucoup de collègues qui s'assoient dans la pelouse comme ça pour regarder son parc. Ben non. On est de plus en plus, dans la bureaucratie, dans l'administration, etc., dans la justification, dans les indicateurs, dans les tableaux de bord. Voilà. Mais je reconnais qu'il faudrait prendre plus de temps pour se promener dans nos parcs et observer, tout simplement. Sans pour autant perdre de vue l'environnement dans lequel nous devons travailler, nous, gestionnaires de parcs en ville. Et c'est le paradoxe, je finirai là-dessus, de Stockdale, qui était un amiral américain qui avait été fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam et qui n'a jamais perdu la foi, comme quoi il allait être libéré, malgré le fait qu'il comprenait véritablement la dureté de la réalité dans laquelle il était. Le paradoxe de Stockdale, c'est ça, c'est ce qui anime les plus grands leaders, de jamais perdre la foi, qu'ils vont s'en sortir, mais d'être tout à fait réalistes sur, à un moment donné, la situation très difficile dans laquelle ils sont. C'est ce qu'il appelle l'optimisme pragmatique. Il y a des optimistes qui disent « oui, on va s'en sortir ». Puis en fait, ils se cachent peut-être aussi les difficultés de la réalité et peuvent être déçus et s'épuisent. L'optimisme pragmatique, il est bien au courant de ce qui se passe, il est bien au courant de la difficulté des choses, mais il garde la foi. Donc, il est aussi réactif correctement par rapport aux choses. Et là, ça, c'était en 2021, en avril 2021, à côté de Nantes, dont je suis originaire, un week-end, un samedi, après-midi, dans le parc de la Filée. J'étais tout seul parce que on est à Pont-Saint-Martin, aux Sorinières, à côté de Nantes. Tout autour, c'est la campagne. J'étais dans ce parc où il n'y avait personne. À une semaine près, le samedi après-midi à la même heure. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir le parc Monceau. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ce n'était pas la foire à la saucisse, il n'y avait pas des distributions de glace gratuites. Mais vous vous rappelez, avril 2021, sortie du confinement, Covid, etc.,
Premier week-end où il faisait beau à Paris, le parc Monceau, c'était ça. Voilà. Et ça, c'est la réalité aussi de tous les gestionnaires de parcs et jardins en ville. Oui, il faut faire des beaux parcs. Oui, il faut travailler sur la biodiversité, sur le côté historique, culturel, sur l'esthétisme, sur l'horticole, sur le beau, mais aussi sur les usages. Et il ne faut pas perdre de vue qu'il y a certains week-ends, il y a énormément de gens qui viennent chercher aussi leur paradis en ville. Voilà. J'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention.